J'ai ouvert la porte, et cette salle numéro 6, c'était l'enfer. J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai gardé les yeux fermés et les oreilles bourdonnantes. Ce bourdonnement m'entourait toujours, et lorsque j'entendis la serrure se verrouiller, le bourdonnement disparut avec. J'ai ouvert les yeux, et là, je me suis rendu compte que la porte que je venais de fermer avait disparu. C'était maintenant un simple mur. Choqué, j'ai regardé autour de moi, et la pièce était totalement identique à la pièce numéro 3. Il y avait la même chaise au milieu de celle-ci, la même lampe, mais avec cette fois-ci, le nombre qui correspondait. La seule différence avec la pièce numéro 3, c'est qu'il n'y avait pas de porte de sortie, et que la porte par laquelle j'étais entré, elle, avait disparu. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème d'instabilité mentale. Mais à ce moment-là, je pense que je suis tombé dans la folie. Je n'ai pas crié, je n'ai fait aucun bruit. J'ai posé ma main sur le mur et je commençais à le tapoter. Je savais que la porte était là, quelque part, mais ce n'était pas le cas. J'ai gratté là où se trouvait la poignée de porte, mais il n'y avait rien. Le seul bruit qui arpentait la pièce était le bruit de mes grattements incessants contre le mur. Et c'est là que j'ai entendu une voix. « Est-ce que tu vas bien ?» D'un coup, j'ai sauté du sol et j'ai tourné en un seul mouvement. Je me suis appuyé contre le mur derrière moi et j'ai vu ce qui me parlait. Et à ce jour, je regrette de m'être retourné. Il y avait une petite fille qui portait une robe blanche qui lui descendait jusqu'aux chevilles. Elle avait de longs cheveux blonds jusqu'au milieu du dos, une peau blanche et des yeux bleus. Elle était la chose la plus effrayante que j'ai jamais vue. Et je sais que rien dans ma vie ne sera jamais aussi effrayant que ce que j'ai vu en elle. En la regardant, j'ai vu autre chose. Là où elle se tenait, j'ai vu ce qui ressemblait à un corps d'homme, seulement plus gros que la normale et couvert de poils. Un homme nu, de la tête aux pieds. Mais sa tête n'était pas humaine, et ses orteils étaient des sabots. Ce n'était pas le diable, mais à ce moment-là, ça aurait bien pu l'être. La forme avait la tête d'un bélier, et le museau d'un loup. C'était horrible, mais ça correspondait à la petite fille devant moi. Ils étaient de la même forme. Je ne sais pas vraiment le décrire, mais je les ai vus en même temps. Ils partageaient le même endroit, dans cette pièce, mais c'était comme regarder deux dimensions distinctes. Quand j'ai vu la fille, j'ai vu la forme. Et quand j'ai vu la forme, j'ai vu la fille. Je n'arrivais pas à parler, je pouvais à peine voir. Mon esprit se débattait contre ce qu'il tentait de traiter. J'avais déjà eu peur dans ma vie, mais je n'avais jamais été aussi effrayé que lorsque j'étais coincé dans la 4e pièce. Mais là, c'était avant la 6e. Je suis resté là, à regarder la personne qui me parlait. Il n'y avait pas de sortie. J'étais coincé ici avec elle, et puis elle a encore parlé. David, tu aurais dû écouter. Quand cette chose a parlé, j'ai entendu les mots de la petite fille. Mais l'autre forme a parlé dans mon esprit. C'est une voix que je ne pourrais décrire. Il n'y avait pas d'autre son. La voix n'arrêtait pas de répéter cette phrase encore et encore dans ma tête, et j'ai accepté. Je ne savais pas quoi faire. Je tombais peu à peu dans la folie, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce qui se trouvait devant moi. Je suis tombé au sol, je pense que je me suis évanoui, mais la pièce ne le permettait pas. Je voulais juste fermer les yeux et partir, mais cette chose me maintenait là. Je voulais juste que ça se termine. Mes yeux étaient grands ouverts, et cette forme me fixait. La maison jouait avec moi. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose. Un des jouets est passé devant moi. Et étonnamment, pour une raison que j'ignore, ça m'a retiré de l'esprit toutes les pensées horribles que j'avais. J'ai regardé ce rat virevolter dans la pièce, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit que c'était ça, ma porte de sortie. J'ai été déterminé à ce moment-là à sortir de cette maison et à vivre et oublier cet endroit. Je me suis dit que cette pièce, c'était l'enfer et que je n'étais pas prêt à y rester. Au début, c'était juste mes yeux qui bougeaient, à la recherche d'une ouverture. Cette pièce n'était pas si grande, il ne fallait donc pas longtemps pour pouvoir observer le moindre détail. Le démon, lui, dans la pièce avec moi, me narguait toujours, la voix dans ma tête devenant plus forte, alors que la forme restait enracinée là où la petite fille se tenait. J'ai posé ma main sur le sol, je me suis mis à 4 pattes, et je me suis retourné pour scruter le mur derrière moi. C'est là que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. La forme se trouvait maintenant juste dans mon dos. Elle chuchotait dans mon esprit que je n'aurais pas dû venir. Je sentais même son souffle dans ma nuque, mais je refusais de me retourner. Il y avait un grand rectangle qui avait été gravé dans le bois, avec une petite bosselure ébréchée au centre de celui-ci. Et là, juste sur le mur, je l'ai vu, le numéro 7. C'est comme si la pièce numéro 7 se trouvait là, où se trouvait la pièce numéro 5 il y a quelques instants. Je ne sais pas comment c'était possible, mais je me dis que mon état ne me permettait pas de réfléchir. En fait, c'est comme si, en grattant le mur, j'avais moi-même créé la porte. Dans ma folie, j'avais créé ce dont j'avais le plus besoin, une sortie vers la pièce suivante. Je me suis rapproché de la poignée. Je savais que le démon, lui, était derrière moi, mais pour une raison que j'ignore, il ne pouvait pas me toucher. J'ai fermé les yeux.
J'ai placé les 2 mains sur la poignée et je l'ai poussé. J'ai poussé aussi fort que j'ai pu. Et pendant que je poussais, j'entendais le démon crier dans mon oreille. Il m'a dit que je ne partirais jamais, que c'était la fin, mais que je n'allais pas mourir. J'allais vivre dans la chambre 6 avec lui pour l'éternité. Mais je ne l'étais pas. Je n'étais pas condamné à ça. J'ai poussé la porte et crié à tue-tête. Je savais que j'allais réussir à passer vers l'autre pièce. J'ai fermé les yeux, j'ai continué à crier et d'un coup, le démon est parti. Je suis resté là silencieusement, je me suis retourné, doucement, et j'ai été accueilli par la pièce, telle qu'elle était lorsque je suis entré, avec juste une chaise et une lampe. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis retourné vers la porte que j'étais en train de pousser, et là, je l'ai traversée. En traversant, j'ai trébuché, épuisé physiquement et mentalement, et cette porte s'est refermée derrière moi. C'est là que j'ai réalisé où j'étais. J'étais dehors. Pas dans un extérieur factice comme la chambre 5, mais vraiment dehors. Mes yeux me piquaient, je voulais pleurer. Je me suis mis à genoux pour laisser mes larmes sortir, mais je n'y arrivais pas. Enfin, j'étais sorti de cet enfer. Je me fichais du prix qu'il y avait si on réussissait cette épreuve. Je me suis retourné et j'ai vu que la porte que je venais de franchir était l'entrée. J'ai marché jusqu'à ma voiture et je suis rentré chez moi, pensant qu'une bonne douche me ferait du bien pour retrouver mes esprits. En arrivant chez moi, je me sentais mal à l'aise. La joie de quitter cette maison sans fin s'était estompée, mais la peur montait lentement dans mon estomac. Je suis entré chez moi, je suis directement allé dans ma chambre. Et là sur mon lit, il y avait mon chat, Baskerville. C'était la première chose vivante que j'avais vue de toute la nuit. J'ai tendu la main pour le caresser. Il a sifflé et il a tendu sa main. J'ai reculé sous le choc parce qu'il n'avait jamais agi ainsi. Je me suis dit, peu importe, c'est un vieux chat. Peut-être que c'est un comportement normal, que je l'ai juste surpris. Je suis donc allé prendre une douche et je me suis préparé pour ce qui allait être une nuit blanche. Après une bonne douche, je suis allé dans la cuisine pour me préparer quelque chose à manger. J'ai descendu les escaliers, je suis entré dans la pièce à vivre. Et ce que j'ai vu, ça allait être gravé dans mon esprit, pour toujours. Mes parents étaient là, allongés par terre, nus et couverts de sang. Ils avaient été mutilés, dans un état tellement atroce qu'on ne pourrait pas les identifier. Leurs membres avaient été retirés et placés à côté de leur corps, et leur tête avait été placée sur leur poitrine, face à moi. Mais ce qui était encore plus effrayant, c'était leur expression, sur leur visage. Ils souriaient, comme s'ils étaient heureux de me voir. Cette scène m'a fait vomir, et j'ai commencé à pleurer dans la pièce à vivre. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais même pas pourquoi ils étaient là, parce qu'ils ne vivaient pas avec moi. Et c'est là que je l'ai vu. Une porte qui n'avait jamais été là. Une porte avec un grand 8 griffonné dessus en sang. C'est là que j'ai compris. J'étais encore dans la maison sans fin. Quand j'ai réalisé que je n'avais jamais quitté cette maison de l'horreur, les visages de mes parents se sont agrandis. Ce n'étaient pas mes parents. C'était impossible. Et ils leur ressemblaient beaucoup. La porte marquée d'un 8 était de l'autre côté de la pièce, juste derrière les corps, mutilés devant moi. Je savais que je devais passer à autre chose, mais à ce moment-là, j'ai abandonné. Les visages souriants ont déchiré mon esprit. Ils m'ont cloué au sol, là où je me tenais. J'étais incapable de bouger. J'ai encore vomi, et j'étais prêt à m'évanouir. Et là, le bourdonnement est revenu. C'était plus fort que jamais, et ça remplissait la maison, au point d'en faire trembler les murs. C'est ce bourdonnement qui m'a donné la force de marcher. J'ai marché lentement, je me suis rapproché de la porte. J'avais du mal à tenir debout. Les murs tremblaient si fort qu'on aurait pu penser qu'ils allaient s'effondrer. Le visage de mes parents, eux, me souriait toujours. Et alors que je les contournais, leurs yeux, eux, me suivaient. Leurs membres qui leur avaient été retirés ont commencé à se mouvoir, à essayer de se frayer un chemin vers moi, tandis que les visages continuaient à me fixer. Cet événement m'a encore plus terrorisé et m'a fait accélérer le pas. Dans un élan de désespoir, je me suis précipité vers la porte, je l'ai ouverte et je l'ai claquée derrière moi. J'étais enfin dans la salle 8. Enfin, cette expérience horrible était finie. Après ce que je venais de vivre, je savais que rien d'autre que cette maison de l'horreur ne pourrait me lancer sera invivable. Il n'y avait rien de moins que les feux de l'enfer pour lesquels je n'étais pas prêt. Malheureusement, à ce moment-là, encore une fois, j'ai fait l'erreur de sous-estimer les capacités de la maison sans fin. Les choses sont devenues plus inquiétantes, plus terrifiantes dans cette salle numéro 8. J'ai encore du mal à croire à ce que j'ai vu. Encore une fois, cette pièce était une copie conforme des pièces 3 et 6. Mais cette fois-ci, assis sur la chaise qui était à chaque fois vide, se trouvait un homme. Après quelques secondes, mon esprit a finalement accepté le fait que l'homme assis sur la chaise était moi. Pas quelqu'un qui me ressemblait, c'était moi, David Williams. Je me suis rapproché, il fallait que je regarde mieux, même si j'en étais déjà sûr. Il m'a regardé et j'ai remarqué des larmes dans ses yeux.
S'il vous plaît, ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne me blessez pas. » J'ai demandé « Quoi? Mais qui êtes-vous? Je ne vais pas vous faire de mal. » « Oui, tu l'es. » Il sanglotait. « Tu vas me faire du mal, et je ne veux pas que tu le fasses. » Il s'asseya mieux sur la chaise, les jambes relevées, et commença à se balancer d'avant en arrière. C'était en fait assez pathétique, d'autant plus qu'il était moi, identique en tout point. Je lui ai dit « Écoute, qui es-tu » Je me trouvais à quelques mètres de mon sosie. C'était l'expérience la plus étrange à ce jour. Rester là à me parler. Je n'avais pas peur, mais j'allais avoir peur bientôt. « Pourquoi es-tu... Tu vas me faire du mal. Tu vas me faire du mal si tu veux partir. Tu vas me faire du mal. » Je lui ai dit « Pourquoi tu dis ça? Calme-toi, d'accord ?» Essayons de comprendre ceci. Et c'est là que je l'ai vu. Ce David, assis, portait les mêmes vêtements que moi, à l'exception d'une petite tache rouge sur sa chemise brodée, du chiffre 9. « Tu vas me faire du mal, s'il te plaît, tu vas me faire du mal. » Mes yeux n'ont pas quitté ce petit nombre sur sa poitrine. Je savais exactement ce que c'était. Les premières portes étaient claires et simples, mais après un certain temps, elles sont devenues un peu plus ambiguës. Le 7 était gravé dans un mur que j'avais gratté. Le 8 était marqué du sang au-dessus des corps de mes parents. Mais le 9, ce numéro était sur une personne vivante. Pire encore, c'était une personne qui me ressemblait exactement. Je lui ai dit « David ?» Il m'a répondu « Oui, tu vas me faire du mal, tu vas me faire du mal. » Et il continuait à se balancer en sanglotant. Il a répondu à David. Il était moi, jusqu'à la voir. Mais ce 9, j'ai fait les 100 pas pendant quelques minutes pendant qu'il sanglotait sur sa chaise. La pièce n'avait pas de porte. Et de la même manière que dans la pièce 6, la porte par laquelle j'étais entré avait disparu. Pour une raison quelconque, j'ai supposé que gratter ne me mènerait nulle part cette fois. J'ai étudié les murs, le sol autour de la chaise, mettant ma tête en dessous et voyant s'il y avait quelque chose en dessous. Sous la chaise se trouvait un couteau, attaché avec une étiquette qui disait « À David, de la part de la direction ». La sensation que j'avais dans mon estomac alors que je lisais cette étiquette était sinistre. Je voulais vomir et la dernière chose que je voulais faire, c'était retirer ce couteau de là où il se trouvait, sous la chaise. L'autre David, lui, sanglotait toujours, de façon incontrôlable. Je me posais mille et une questions. Qui a mis ça ici? Comment ils ont obtenu mon nom? Sans parler du fait que, alors que je m'agenouillais sur le plancher de bois froid, je me suis également assis sur cette chaise, sanglotant pour protester contre le fait d'avoir été blessé par moi-même. C'était trop compliqué à traiter pour mon esprit. La maison sans fin et la direction avaient joué avec moi pendant tout ce temps. Mes pensées, pour une raison quelconque, se sont tournées vers Peter. Et s'il est allé jusqu'ici ou non? S'il le faisait? S'il rencontrait un Peter Terry sanglotant dans cette même chaise, se balançant d'avant en arrière? Et d'un coup, j'ai chassé ces pensées de ma tête. Il n'avait pas d'importance. J'ai pris le couteau sous la chaise et immédiatement, l'autre David s'est tu. Avec ma voix, il a dit « David, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire ?» Je me suis relevé du sol et j'ai serré le couteau dans ma main. Et j'ai répondu « Je vais sortir d'ici. » David était toujours assis sur la chaise, bien qu'il soit maintenant très calme. Il me regardait avec un léger sourire. Je ne pouvais pas dire s'il allait rire ou m'étrangler. Lentement, il se leva de sa chaise et se plaça face à moi. C'était étrange. Sa taille et même sa façon de se tenir correspondait à la mienne. J'ai senti le manche en caoutchouc du couteau dans ma main et je le serrai plus fort. Je ne sais pas ce que j'avais l'intention de faire avec, mais j'avais le sentiment que j'allais en avoir besoin. Maintenant, sa voix était légèrement plus grave que la mienne. Je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal et je vais te garder ici. Je n'ai pas répondu à ça. Je me suis précipité et je l'ai plaqué au sol. Je l'avais monté. Le couteau était prêt. Là, l'autre David me regarda, terrifié. C'était comme si je me regardais dans un miroir. Puis le bourdonnement revint. Bas, mais distant. Même si je le sentais toujours au plus profond de mon corps. David m'a regardé, alors que ce bourdonnement devenait de plus en plus fort. Et j'ai senti quelque chose craquer en moi. Et d'un seul mouvement, j'ai enfoncé le couteau dans le patch sur sa poitrine. Et je l'ai arraché. La noirceur est tombée sur la pièce. Et moi aussi. Je suis tombé. L'obscurité autour de moi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu jusque-là. Je n'étais même pas sûr de tomber. Au bout d'un certain temps, je me sentais comme en apesanteur, couvert de noir. Et d'un coup, une profonde tristesse m'a envahi. Je me sentais perdu, déprimé. Je voulais mourir. La vue de mes parents me vint à l'esprit. Je savais que ce n'était pas réel, mais je l'avais bien vu. Et l'esprit, mon esprit, a du mal à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. La tristesse ne faisait que s'intensifier. Je suis resté dans cette chambre 9 pendant ce qui semblait être des jours. Cette dernière salle. Et c'est exactement ce que c'était. La fin. La maison sans fin avait une fin et je l'avais atteint. Et c'est à ce moment-là que j'ai abandonné. Je savais que je serais dans cet état intermédiaire pour toujours, accompagné de rien d'autre que de l'obscurité. Même le bourdonnement n'était pas là pour me garder sain d'esprit. J'avais perdu tous mes sens. Je ne pouvais pas me sentir. Je n'ai rien entendu. Ma vue
était complètement inutile ici. J'ai cherché des goûts dans ma bouche mais je n'ai rien trouvé. Je me sentais désincarné et complètement perdu. Je savais où j'étais, c'était l'enfer. La chambre 9 était l'enfer. Puis c'est arrivé, soudainement, une lumière. Une de ces lumières, un peu clichée au bout du tunnel. J'ai senti le sol venir sous mes pieds et d'un coup, je me suis retrouvé debout. Après une seconde ou deux à rassembler mes pensées et après avoir retrouvé mes sens, je me suis dirigé lentement vers cette lumière. Au fur et à mesure que je m'approchais d'elle, elle prenait forme. C'était une fente verticale sur le côté d'une porte banalisée. J'ai lentement franchi la porte et me suis retrouvé là où j'avais commencé, dans la réception de la maison sans fin. C'était exactement comme ça que je l'avais laissé, toujours décoré de décorations d'Halloween, enfantine. Et après tout ce qui s'était passé cette nuit-là, je me méfiais toujours de l'endroit où j'étais. Après quelques instants de normalité, j'ai regardé autour de moi, en essayant de trouver quelque chose de différent. Sur le bureau, il y avait une simple enveloppe blanche, avec mon nom écrit à la main. Extrêmement curieux mais toujours prudent, j'ai rassemblé tout le courage qui me restait pour ouvrir l'enveloppe, et à l'intérieur se trouvait une lettre, manuscrite. Cher David Williams, toutes nos félicitations. Vous avez atteint la fin de la maison sans fin. Veuillez accepter ce prix comme un gage de grande réussite. Vôtre pour toujours, la direction. Et avec la lettre, il y avait 5 billets de 100 $. J'ai commencé à rigoler et je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai ri pendant ce qui m'a semblé des heures. J'ai ri en sortant de ma voiture et j'ai ri en rentrant chez moi. J'ai ri en me garant dans mon allée. J'ai ri en ouvrant la porte d'entrée de ma maison. Et j'ai ri en voyant le petit 10 gravé dans le bois de la porte de ma maison. Et voilà, l'histoire de la maison sans fin. Si vous n'avez pas compris la fin, c'est simple. En fait, si tu arrives au bout des 9 salles, tu as un prix. Mais c'est une maison sans fin. Donc en fait, tu vas certes recevoir un prix, mais tu seras enfermé en quelque sorte dans cette boucle, si on peut dire. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Si vous avez une autre explication, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Je suis assez curieux quand même. C'est une histoire que je trouve vraiment très bien. On pourrait en soi en faire un film. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. J'espère que j'ai fait un récit de qualité pour vous. J'espère vraiment. J'espère que vous avez apprécié cette histoire aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!